Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches on se retrouve pour la vidéo crime et make-up, la vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle. Donc si vous l'avez suivi pendant le mois d'octobre, j'ai fait quelque chose d'un peu spécial pour être dans le thème d'Halloween et je faisais donc des histoires vraies d'American Horror Story, toujours en me maquillant. Et du coup dimanche dernier j'ai pas posté parce que j'étais vraiment overbookée et du coup j'ai préféré ne pas poster plutôt que vous faire un truc à la va-vite. Donc du coup aujourd'hui on restera sur une vidéo American Horror Story pour que je termine en gros le mois d'octobre. Donc je fais une vidéo par saison en prenant l'histoire qui est pour moi la plus intéressante parce que à chaque fois il y a plusieurs histoires vraies dans chaque saison d'American Horror Story. Et du coup attention, il y aura des spoilers si jamais vous êtes en train de regarder la série ou que vous comptez la regarder. Je vous préviens qu'il va y avoir quelques petits spoilers, pas grand chose, mais quand même. Et donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur American Horror Story, je vous la mets juste ici. C'était sur le personnage de Delphine Lalaurie dans la saison 3 qui a vraiment existé dans la vraie vie. Et je vous mets aussi en barre d'infos et ici la playlist des vidéos d'American Horror Story si vous voulez voir les autres que j'ai pu faire et si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Donc là on en est à la saison 4 d'American Horror Story, donc c'est Freak Show. Donc moi c'est une des saisons que j'ai le moins aimée. Je pense que c'est la seule saison que j'ai regardée qu'une seule fois parce que toutes les saisons je les ai regardées plusieurs fois, certaines même 5 fois parce que je les ai vraiment adorées. Et celle-là en fait c'est vraiment celle que j'ai pas spécialement appréciée. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Twisty le clown, donc qui est présent dans la saison 4 et aussi dans la saison 7 parce qu'American Horror Story aime bien de temps en temps entremêler les personnages dans les saisons et moi j'aime beaucoup quand ils font ça. Twisty est donc un clown tueur en série qui terrorise les gens dans la saison 4. Il tue des gens et il en kidnappe d'autres pour les enfermer dans un ancien bus caché au milieu de la forêt qui semble être sa maison. Twisty porte un masque au niveau de la bouche parce qu'en fait sa mâchoire est complètement détruite, on va le voir à un moment donné, il va l'enlever et il s'est fait ça parce qu'il avait essayé de se suicider en se tirant une balle donc dans la bouche, mais du coup ça lui a complètement détruit la mâchoire. Twisty est un peu attardé parce que sa mère l'a fait tomber quand il était petit et il a dû s'enfuir du cirque où il travaillait en tant que clown parce que les gens se moquaient de lui et le harcelaient et le traitaient de pédophile. Le personnage de Twisty le clown s'inspire de l'histoire vraie du tueur en série américain John Wayne Gacy qu'on a surnommé le clown tueur. John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago, il est le deuxième de 3 enfants et il est issu d'une famille d'immigrés. Donc son père est d'origine polonaise et sa mère d'origine danoise. Dès son enfance, John est très vite en surpoids et il tombe souvent malade. Il était proche de ses 2 sœurs et de sa mère, mais pas du tout de son père qui était un homme violent et alcoolique. Donc il s'en prenait souvent à sa famille, mais plus particulièrement à John qui l'humiliait souvent et qu'il traitait d'idiot, de tapette et de pédé. À l'âge de 11 ans, John jouait à côté d'une balançoire où jouait un autre enfant et il a été frappé à la tête par la balançoire. Le choc a provoqué un caillot de sang dans son cerveau et le caillot a été découvert que 5 ans plus tard. Et pendant ces 5 ans, John s'évanouissait très souvent sans qu'on comprenne pourquoi. Et une fois le caillot découvert, les médecins lui ont donné des médicaments pour le dissoudre et après ça, il ne s'est plus évanoui comme ça régulièrement. John quitte le lycée à 17 ans et il emménage seul à Las Vegas après une dispute avec son père. Et là-bas, il se trouve un travail de concierge à mi-temps dans un salon funéraire. Sa mère tombe malade et John décide de rentrer chez lui à Chicago en 1964. Donc cette expérience à Las Vegas lui a permis de comprendre que c'était très compliqué de trouver un bon emploi quand on n'a fait aucune étude et qu'on n'a même pas le bac. Et donc il décide de s'inscrire à l'école de commerce de Northwestern. Il obtient son diplôme sans difficulté et il se trouve immédiatement du travail, donc en tant que stagiaire de gestion dans un magasin de chaussures. Et à l'âge de 22 ans, il va gérer un magasin de vêtements pour hommes à Springfield dans l'Illinois. Les amis de John le décrivent comme quelqu'un de vantard, un beau parleur et un menteur. Il avait notamment prétendu s'être engagé dans l'armée. Mais il avait quand même du talent pour la vente et il excellait dans son métier. Pendant son temps libre, John était très impliqué dans différentes organisations. Il est devenu membre du Conseil catholique Interclub. Il est aussi devenu capitaine de la défense civile fédérale de l'Illinois et de Chicago. Il a été nommé officier d'une confraternité masculine catholique et il passe énormément de temps chez les JCs. C'est une organisation civique de développement personnel pour les jeunes. Donc John consacrait absolument tout son temps libre à ces organisations et il travaillait énormément. On dit de lui qu'il avait vraiment soif de reconnaissance et qu'il voulait être quelqu'un.
et il a fini par être hospitalisé pour épuisement nerveux parce qu'il travaillait beaucoup trop. En septembre 1964, John rencontre Marlene Myers et ils se marient en 1965. Fred Wyers, donc le père de Marlene, possède des franchises KFC à Waterloo dans l'Iowa et il va proposer à John de diriger l'une de ces franchises, donc le couple va déménager à Waterloo. Ils déménagent donc dans une belle maison en banlieue et ils vont avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Et John va avouer plus tard qu'il aura eu sa première relation homosexuelle après la naissance de son premier enfant. Et en fait c'était avec un ami, ils étaient tous les deux alcoolisés et John lui a fait une fellation. John était aussi très travailleur à Waterloo, il travaillait entre 12 à 14 heures par jour et il voulait absolument tout apprendre de ce nouvel emploi et il avait pour ambition donc de récupérer toutes les franchises de son beau-père une fois que celui-ci prendrait sa retraite. Il s'implique aussi toujours bénévolement auprès des Jaycees à Waterloo et là-bas il se fait beaucoup d'amis et l'un d'entre eux dira à propos de John qu'il voulait réussir et être reconnu par ses pairs et qu'il travaillait toujours sur des projets et était totalement dévoué aux Jaycees. Le club était toute sa vie. Il y avait aussi des personnes qui n'appréciaient pas John et qui trouvaient qu'il en faisait trop. Une de ces personnes a déclaré « Ce n'était pas un homme qui se préoccupait de la vérité » et cela ne lui faisait vraiment rien lorsqu'il était pris en flagrant délit de mensonge. John aimait aussi que les gens pensent qu'il avait une certaine importance dans la police ou chez les pompiers, alors qu'en réalité il se contentait simplement de leur offrir du poulet du KFC de temps en temps. La chance. John adorait les policiers et les véhicules d'urgence, il avait un gyrophare à lui, et en fait cette obsession était un peu malsaine et dérangeait sa femme. John faisait partie de la patrouille des commerçants de Waterloo, donc c'était une force de sécurité coopérative entre les commerçants. Et le but était de surveiller les commerces de chacun pendant la nuit. Une fois c'était son tour de patrouiller et il en a profité pour demander à ses employés de l'aider à voler des pièces de voiture et de l'argent dans les distributeurs automatiques. John abusait de son autorité envers ses employés les plus jeunes. Et ses employés en fait voyaient sa vraie face et pas celle que tout le monde voyait de l'extérieur, un homme gentil et impliqué dans sa communauté. John avait aussi créé un club dans la cave de sa maison et il autorisait ses employés adolescents à venir pour jouer au billard et boire de l'alcool contre un abonnement mensuel. Il a forcé plusieurs de ses employés à lui faire une fellation quand il perdait au billard. Pendant l'été 1967, John ramène chez lui un adolescent de 16 ans pour regarder un film en jouant au billard et boire de l'alcool. La femme de John n'était pas à la maison, elle était à l'hôpital car elle était en train de donner naissance à leur 2e enfant. Il voulait que le garçon lui fasse une fellation mais il a refusé et John l'a attaqué avec un couteau et l'a blessé au bras. Il s'est directement excusé et il a supplié l'adolescent de rester. Il a fini par accepter et ils ont regardé ensemble des films pornographiques. Suite à ça, John réussit à convaincre le garçon de le laisser lui montrer son tour avec les menottes. Et donc il va menotter le garçon et il va en profiter pour essayer de le violer. Le garçon va se débattre et du coup en fait John va l'étrangler et il va faire semblant de s'évanouir. Suite à ça, John le lâche tout de suite et il s'excuse et il accepte de le ramener chez ses parents. Quelque temps plus tard, John va s'en prendre à un de ses employés, Edward Lynch. Il va l'étrangler et le violer une fois que celui-ci aura perdu connaissance. Et après il va le licencier. Et donc Edward va porter plainte pour viol et John aura une excuse toute faite auprès de la police. Il va dire que Edward se venge juste parce qu'il a été licencié et la police va le croire et ça va en rester là. En août 1967, il va agresser un nouvel employé, Donald Forrest, âgé de 15 ans. Il le force à lui faire une fellation et il le paye pour qu'il garde le silence. Et suite à ça, il va recommencer à l'agresser plusieurs fois. Donc le jeune homme va supporter ses agressions sexuelles jusqu'au printemps 1968 où il est vraiment à bout et il décide d'en parler à ses parents. Et son père va porter plainte immédiatement et la police va mener une enquête. Le 2 mai 1968, John passe au détecteur de mensonges et le résultat est négatif, mais il va continuer de nier les faits. Le 10 mai, il est inculpé pour sodomie. En juillet, il va repasser au détecteur et le résultat est toujours négatif et John finit donc par avouer qu'il a bien eu des relations sexuelles avec lui mais que le garçon était consentant. Début septembre, John va payer quelqu'un pour tabasser Donald mais le garçon qui l'a payé a été arrêté par la police et il a avoué que c'était John qui l'avait engagé. John va subir une évaluation psychiatrique dans différents établissements pour déterminer quel est son état mental avant de poursuivre le procès. Il est donc déclaré totalement sain d'esprit mais c'est un sociopathe.
Il détourne la vérité à son avantage et n'admet ses actes que lorsqu'il est mis au pied du mur. Il trouve un alibi pour absolument tout en mettant en tort la jalousie des autres ou les circonstances qui ont fait qu'il n'a pas eu d'autre choix. C'est un homme qui est très intelligent et qui sait manipuler les autres. John finit enfin par plaider coupable pour les accusations de viol et il est condamné le 7 novembre 1968 à 10 ans de prison à l'âge de 26 ans. Et suite à la condamnation, son épouse demande le divorce. Logique. En mars 1970, il va subir une nouvelle évaluation psychiatrique et il va être libéré après seulement 21 mois de prison. À sa sortie de prison, il découvre que son père est décédé et il est très triste de ne pas avoir pu le revoir une dernière fois. Parce que même s'il était violent, John l'aimait beaucoup et il a toujours cherché son approbation. John s'installe chez sa mère et se trouve un poste de cuisinier dans un restaurant à Chicago. Il a envoyé des lettres à son ex-femme pour pouvoir avoir ses enfants, mais elle ne lui a jamais répondu. Et sur le coup de la colère, John a fini par lui dire qu'il la détestait, qu'il ne voulait plus jamais la revoir et que elle et ses 2 enfants étaient morts pour lui. 4 mois après sa sortie de prison, John achète une maison dans la banlieue de Chicago et il y emménage avec sa mère. Il s'entend très bien avec ses voisins Lily et Edward Grexa. Et ils vont passer le premier Noël ensemble avec eux. Ses voisins ne connaissent rien de son passé et ils le voient comme un homme gentil. Le 12 février 1971, John est arrêté pour agression. Il a ramené chez lui un adolescent qu'il avait trouvé à la gare routière et il a voulu le forcer à lui faire une fellation. Et il n'y aura aucune suite parce que le garçon ne s'est jamais présenté à l'audience préliminaire. En mai 1971, John commence à fréquenter Carol Hoff, une mère de 2 filles divorcées. Ils se connaissaient déjà du collège où ils s'étaient entre guillemets fréquentés et elle sait qu'il a passé du temps en prison mais John ne lui a pas vraiment expliqué pourquoi. Le 1er janvier 1972, John ramène une nouvelle fois chez lui un garçon de 18 ans qu'il a trouvé à la gare routière. Ils boivent de l'alcool ensemble et ils ont des relations sexuelles. John finit par le tuer, il explique que c'est le garçon qui a voulu le poignarder et qu'il s'est simplement défendu, mais il avait toujours une bonne explication par rapport à ses meurtres, et il va enterrer le corps sous la maison. Le 22 juin 1972, John se fait passer pour un policier et il arrête un homme de 24 ans. Il le fait monter dans sa voiture et il lui dit que si le jeune homme accepte de lui faire une fellation, il le relâche. Le jeune homme refuse et donc John le frappe, mais le jeune homme réussit à s'enfuir et il rejoint la station-service la plus proche pour appeler la police. John explique au policier que c'est le jeune homme qui l'a menacé pour lui voler de l'argent et comme il retrouve de l'argent dans les affaires du jeune homme, John est relâché. En juillet 1972, John et Carol Hoff se marient et la mère de John déménage de leur maison. Ils sont toujours amis avec leurs voisins les Grexa, mais les Grexa n'aimaient pas trop venir chez eux car il y avait une très mauvaise odeur. On se demande pourquoi. Les voisins pensaient qu'il y avait un rat qui était mort chez eux sous le plancher, mais John leur a expliqué que c'était les moisissures dues à l'humidité dans le vide sanitaire. En 1974, John crée son entreprise et il embauche de jeunes garçons et il explique qu'il préfère engager des jeunes pour moins les payer. Et les gens croyaient à cette explication parce que John était connu pour être radin. Il participe toujours à des projets bénévoles et il va notamment se déguiser en Pogo le clown pour aller voir les enfants dans les hôpitaux. En 1976, John va violer et étrangler 8 garçons âgés de 14 à 19 ans et ils seront tous enterrés sous la maison. Et pendant ce temps, sa relation avec sa femme se dégrade de plus en plus, ils n'ont plus de relations sexuelles et John se montre de plus en plus souvent violent envers sa femme. Elle finit par découvrir des magazines pornographiques homosexuels et John ne s'en cache même plus. Il finira par lui avouer carrément donc sa préférence pour les jeunes hommes et ils vont finir par divorcer donc le 2 mars 1976. Le 22 mai 1976, John invite chez lui Mike Rossi, âgé de 16 ans. Et il lui montre aussi le tour avec les menottes et le force à lui faire une fellation pendant qu'il est attaché. Mike va repartir vivant de chez John et il ne porte pas plainte. Il va carrément venir s'installer chez John, alors ça je ne comprends pas. La police va même penser que Mike pourrait être complice de certains des meurtres. John va ensuite proposer à un de ses employés d'emménager chez lui, David Cram, âgé de 19 ans. David accepte en pensant que John est quelqu'un de gentil et qu'il veut juste le dépanner, sachant qu'il y a déjà Mike qui est chez lui. Il accepte mais il va vite déménager au bout de 2 mois parce qu'il va déclarer que John essayait souvent d'entrer dans sa chambre la nuit pour tenter d'avoir des relations sexuelles avec lui
Il va même lui montrer le tour des menottes pour tenter de le violer, mais David va réussir donc à se dégager des menottes. En 1977, il va violer et étrangler 9 garçons âgés de 16 à 22 ans et ils seront tous enterrés dans le vide sanitaire sous sa maison. Mike Rossi finit par déménager de chez John en avril 1977. En 1978, il viole et étrangle 5 garçons âgés de 15 à 22 ans, mais comme il n'avait plus de place sous sa maison, il va se débarrasser des corps dans une rivière qui était pas loin de chez lui. En janvier 1978, il invite chez lui un prostitué homme âgé de 19 ans, Robert Dannell, mais il va passer la nuit à le violer en l'étranglant jusqu'à ce qu'il perde connaissance plusieurs fois. Il va le frapper avec des chaînes, lui uriner dessus, lui maintenir la tête sous l'eau dans une baignoire. Il va aussi jouer à la roulette russe avec lui. Et au bout de 8 heures de torture, il va finalement le laisser repartir en vie. Il va le jeter sur un trottoir au bord d'une route. Le jeune homme va porter plainte, mais John va se défendre encore une fois en disant qu'ils ont eu des rapports consentis. Et pour une raison qui m'échappe, la police va le croire. Le 22 mai 1978, John fait monter dans sa voiture Jeffrey Ringall, âgé de 22 ans. Il va l'endormir avec du chloroforme pour le ramener chez lui et il va passer la nuit à le violer et à le torturer avec des sextoys. Et le lendemain, pareil, il le relâche de quelque part dans Chicago. Le jeune homme était vraiment dans un état mais affligeant, il était tuméfié, il avait des traces de brûlures, des blessures, l'anus déchiré et le foie complètement détruit par toute la quantité de chloroforme qui avait été utilisée par John donc pour l'endormir toute la nuit pour pouvoir le violer. Il va porter plainte et encore une fois, John va réussir à se défendre en disant que c'est Jeffrey qui a voulu l'agresser et encore une fois aucune suite. Le 21 décembre 1978, John est enfin arrêté par la police. Ils vont fouiller chez lui et ils vont aller carrément jusqu'à enlever le plancher et ils vont retrouver en tout 26 cadavres dans le vide sanitaire sous sa maison. 3 cadavres enterrés ailleurs dans sa propriété et 4 dans la rivière près de chez lui. Il va être inculpé pour le meurtre de 33 personnes. John explique à la police que ce n'est pas lui qui a commis tous ces meurtres, mais son alter ego qui est homophobe, qu'il appelle Jack Hanley ou Bad Jack. Et il avait toujours une excuse pour justifier ces meurtres en disant que c'était de la légitime défense ou bien qu'il avait eu des rapports consentis avec ces hommes et qu'ils avaient voulu être étranglés et que ça avait simplement dérapé. Son procès commence le 6 février 1980 et les avocats de John vont tenter de plaider la folie, même si son examen psychiatrique révèle qu'il est totalement sain d'esprit et qu'il n'éprouve absolument aucun remords pour tous ces meurtres. Le procès va durer 5 semaines et le 13 mars 1980, John est condamné à la peine de mort. En prison, John peint beaucoup. Il peint des clowns, mais aussi il va peindre Mickey, les 7 nains et d'autres choses. Il va exposer donc ses peintures dans des galeries d'art et dans des ventes aux enchères. Et pour gérer tout ça, il va engager un agent. Et l'agent va aussi mettre en place donc, la possibilité aux gens d'envoyer leurs photos à John pour que John réalise leur portrait donc en peinture en clown. En 1986, John se marie à une femme qui lui écrivait des lettres en prison et qui est venue lui rendre visite. Donc ça c'est vraiment un truc qui me dépasse, mais passons. Il va passer 14 ans dans le couloir de la mort et il est finalement exécuté par injection létale le 10 mai 1994. Ses derniers mots donc à la personne qui lui met l'injection seront « Kiss my ass ». Et voilà, c'était l'histoire de John Wayne Gacy qui a inspiré le personnage de Twisty le clown dans la saison 4 d'American Horror Story. Donc la différence principale avec la série, c'est que John ne se déguisait pas en clown en permanence, c'était principalement quand il rendait visite aux enfants dans les hôpitaux. Bon, il était aussi fasciné par les clowns, mais il se déguisait pas en clown pour commettre ses meurtres, contrairement à Twisty qui était en clown en permanence. Mais je trouve l'histoire de John bien plus sombre que celle de Twisty et elle est vraiment, pour moi, à mon sens, elle est vraiment plus horrible, genre elle est vraiment hyper glauque cette histoire. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis donc sur l'histoire de John Wayne Gacy, à me dire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me dire donc en commentaire si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos sur les histoires vraies d'American Horror Story ou si vous voulez vraiment que ça reste uniquement en octobre entre guillemets dans le thème Halloween. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je suis le plus présente. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!